Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cette nouvelle webconférence du Club ASE et du réseau Outre-mer Enfance, Jeunesse, Famille. Je suis Rémi Piala, je suis l'animateur de ces deux communautés professionnelles. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette webconférence sur un sujet qui fait tristement l'actualité et qui a surtout fait l'objet de différentes études, groupes de travail, etc. Cette webconférence est le premier volet que le Club ASE d'Idealco avec le réseau Outre-mer Enfance Jeunesse Famille vous propose en deux étapes. Première étape, entre guillemets, aujourd'hui avec Émilie Coll, chargée d'études à l'Observatoire national de protection de l'enfance, et le volet numéro 2, le 18 novembre prochain, avec la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et la direction générale de la cohésion sociale. Alors, d'un volet à l'autre, il n'y a pas qu'un changement d'interlocuteur, il y a aussi un changement d'approche, puisque aujourd'hui, nous serons sur, donc, vous l'aurez compris, la prostitution des adolescents, sur des repères juridiques et les phénomènes observés, mais également un état des lieux des ressources. La présentation que Mme Coll nous fera est issue des travaux faits avec d'autres de ses collègues de l'Observatoire sur un rapport d'étude. Elle nous en dira plus dans quelques instants dès que je vous donne la parole. Vous rappelez que vous avez donc la possibilité de poser des questions, comme d'habitude. Je vois que certains nous écrivent des petits bonjours et bienvenue. Et bonjour Sandra, depuis Vimeo. Donc ça, je crois que tout le monde s'en est saisi. Super, soyez les bienvenus. Et si vous nous suivez sur Zoom, vous avez un petit onglet QR qui vous permet de poser vos questions. On aura d'abord une présentation de Madame Coll que vous voyez à l'écran, puis un temps d'échange où vous pourrez nous faire remonter vos remarques, vos questions qu'on attend avec impatience. Donc, vous pouvez les écrire au fil de l'eau et on les traitera au moment à la fin de la présentation et non pas en direct, mais rien ne vous empêche de les écrire petit à petit. Qu'est-ce que... Eh bien, écoutez, je pense que j'ai suffisamment parlé pour cette présentation et cette introduction. Madame Coll, je le disais, vous êtes donc, je vais vous renommer dans Zoom, comme ça sera bien. Vous êtes donc chargé d'études à l'Observatoire national de protection de l'enfance. Vous avez bien entendu travaillé sur cette question qui est la prostitution des adolescents, qui touche pas mal de conseils départementaux. Je le répète une dernière fois, cette webconférence est ouverte au réseau Outre-mer Enfance Jeunesse Famille. Je n'ai pas encore vérifié, mais j'espère que les professionnels ultramarins nous écoutent et nous regardent pour profiter eh bien, de ce que Madame Coll va nous apprendre cet après-midi ou ce matin, selon où vous vous trouvez quand vous nous regardez. Voilà. Madame Coll, je vous laisse les clés du camion. Merci beaucoup d'avoir accepté, bien entendu, cette intervention. Ce sera, je pense, j'en suis certain, un plaisir de vous entendre. Donc, je vous laisse donc introduire le sujet, puis faire votre présentation, partager votre support que vous nous avez très gentiment préparé. Oui. Est-ce que vous voyez bien le support à l'écran? Voilà, il vous suffit de le mettre. Ça va être parfait. Voilà, comme ça on est bon. Très bien. Très bien, merci beaucoup de cette invitation à parler de ce sujet difficile. Je vais vous dire quel sera le programme de ce webinaire, même si le titre que vous avez évoqué est évocateur. Je vais vous donner quelques éléments d'introduction pour vous dire de quelle place on part. Effectivement, nous sommes l'Observatoire national de la protection de l'enfance et vous dire pourquoi nous avons travaillé sur ce sujet. Et puis, l'enjeu aujourd'hui, c'est de poser des repères sur les différentes formes d'exploitation sexuelle et de pratiques prostitutionnelles qui concernent les mineurs en France. De vous dire aussi des choses sur les adolescents victimes de prostitution, quels sont leurs parcours, leurs profils. Quelques mots aussi sur la façon dont on peut repérer des jeunes en situation de prostitution et rentrer en contact, en relation avec ces jeunes. Et je terminerai sur une description des acteurs et des partenariats pour repérer, prendre en charge et accompagner ces mineurs. L'ONPE, généralement, les usagers d'Idealco ont déjà quelques notions sur ce que c'est, mais vous avez à l'écran des éléments concernant nos missions. Je fais assez vite sur ces éléments de présentation nous concernant pour aller directement au sujet.
Pourquoi avons-nous choisi de travailler sur ce sujet? D'abord, on a rencontré à plusieurs reprises le secteur associatif spécialisé sur ces questions, des associations telles que l'Amicale du Nid, ACPE, donc Agir contre la prostitution des enfants, qui, depuis au moins une dizaine d'années, nous décrivaient ce phénomène comme étant en expansion. Et le secteur de la protection de l'enfance lui-même, avec lequel nous sommes régulièrement en lien, et notamment les directions enfance-famille, a aussi sonné l'alerte sur de nouvelles formes de prostitution facilitées par les usages du numérique. Et, nos interlocuteurs souhaitaient savoir si d'autres départements étaient concernés, si des initiatives existaient. Et globalement, ce qu'ils exprimaient, c'était un besoin de mieux comprendre pour mieux prendre en charge ces jeunes. D'un autre côté, on a eu connaissance de mobilisations émergentes, de tentatives de réponses coordonnées dans certains départements ou au sein de services qui avaient de l'antériorité sur ces phénomènes. Donc, fort de tout ça, de ces constats et de ces questions qui nous étaient posées, on a essayé de réfléchir au support qui serait à une publication dont la forme serait la plus aidante pour les personnes qui sont confrontées à ces phénomènes et qui ont besoin d'en connaître un petit peu plus. Ce qui nous a conduit a publié en avril dernier un dossier thématique sur le sujet. Alors, ce qu'on appelle dossier thématique, concrètement, c'est un ouvrage collectif qui est constitué de contributions de chercheurs et de professionnels de terrain qui sont confrontés à la prostitution des mineurs et qui, bien sûr, ont des choses à dire sur le sujet. En fait, ces professionnels, ils sont divers, puisque quand on s'intéresse à un mineur qui se prostitue, ça va venir rencontrer les magistrats, les policiers, les professionnels de l'éducation nationale, les professionnels au sens large de la protection de l'enfance. Le secteur associatif spécialisé, évidemment, a eu des choses à nous dire intéressantes sur le sujet. Pour nous, construire ce dossier, ça a été une occasion de rencontrer des personnes et des services qualifiés. Ça nous a nous-mêmes permis de monter en compétences, bien sûr. Aujourd'hui, cette première publication, elle comporte 16 contributions. Je tiens à dire qu'elle est disponible gratuitement sur le site de l'Observatoire. Donc, je vous invite fortement à vous y référer si vous voulez poursuivre la réflexion sur ce sujet. En fait, le dossier qui est paru en avril est un volet 1. Il s'agit là de bien essayer de comprendre de quoi on parle quand on parle de prostitution des mineurs. Évidemment, la formation d'aujourd'hui vous y aidera également. Pour mieux les voir, pour mieux les repérer, pour mieux savoir à qui on a affaire et entrer en contact avec eux et commencer à apporter des réponses pour eux, notamment en termes de politique publique. Ça, c'était l'objectif du volet 1. Le volet 2 sera apparaître au premier semestre 2022 et on s'intéressera aux dispositifs de prévention qui peuvent exister et de prise en charge de ces jeunes. Même si il y a déjà des éléments dans le volet 1 qui montrent des possibilités de prise en charge. En tout cas, l'idée de ce dossier, c'est vraiment d'aider à comprendre de quoi on parle et d'ouvrir une fenêtre sur des services, sur des pratiques qui ont des choses à dire sur le sujet. Je dois aussi, en élément d'introduction, vous dire que nous avons participé au groupe de travail dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, c'est un groupe de travail interministériel qui s'est tenu pour élaborer, enfin, c'était un groupe de réflexion et l'idée était d'élaborer des préconisations. J'en parlerai, c'était un travail très riche dont je ne parlerai pas aujourd'hui puisque précisément vous avez ce deuxième webinaire du 18 novembre où les institutions qui ont porté ce projet viendront présenter leur travail. Donc la complémentarité, elle est là. Moi, je vous parle de l'existant, je vous aide à mieux comprendre le phénomène et à la séance prochaine, on pourrait être dans une visée un peu plus prospective en imaginant des solutions pour le futur. Je termine sur les éléments de contexte pour ce qui concerne l'ONPE. Je tenais à dire également que nous avons une fonction de soutien à la recherche. Nous finançons actuellement 2 recherches toujours en cours sur ce sujet de la prostitution des mineurs. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, il est nécessaire que j'explicite un petit peu les différentes formes d'exploitation sexuelle et pratiques de prostitution, en commençant par les repères juridiques.
La définition de la prostitution, à ce jour, elle est toujours jurisprudentielle et c'est une jurisprudence déjà ancienne de la Cour de cassation qui dit que la prostitution consiste à se prêter moyennant une rémunération à des contacts physiques, de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui. Donc, 3 dimensions principales dans cette définition jurisprudentielle: l'idée de rémunération, de contact physique et de réponse à des besoins sexuels. Progressivement, par rapport à cette définition, il a été admis qu'une contrepartie plutôt qu'une rémunération au sens strict pouvait être prise en considération. La loi du 13 avril 2016 a aussi expressément pénalisé le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle en échange non seulement d'une rémunération, mais aussi d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage ou de la promesse d'un tel avantage. Notamment, vous retrouvez ceci à l'article 611.1 du Code pénal. Cette évolution législative, elle correspond tout de même davantage aux formes que prend la prostitution des mineurs, puisque la rémunération en nature n'y est pas rare, avec des cadeaux, des hébergements, des repas fournis en contrepartie d'actes sexuels, notamment pour des jeunes qui sont en contexte d'errance. Cette évolution, elle prend aussi en compte qu'existent des mécanismes d'extorsion, de chantage, d'intimidation qui peuvent favoriser l'entrée dans des pratiques prostitutionnelles. Par exemple, quand les jeunes répondent à des demandes sexuelles par peur, par emprise, par souci de préserver leur réputation, c'est vraiment des choses qu'on retrouve dans beaucoup de situations. Par contre, ce que la loi ne dit pas, c'est que les adolescents peuvent aussi être concernés par différentes formes d'exploitation sexuelle à travers notamment des pratiques de sexualité virtuelle, comme le webcamming. Donc ça consiste en des scènes de déshabillage et des actes masturbatoires via une webcam, donc sur Internet. La notion de contact physique exclut actuellement ces pratiques-là du champ légal de la prostitution, alors qu'elles existent, elles mettent en danger les jeunes. Et elles peuvent aussi les attirer progressivement vers des pratiques qui vont impliquer des contacts physiques. Et puis, pour terminer sur la définition de la prostitution, cette idée de venir satisfaire les besoins sexuels d'autrui, elle interroge tout de même, est-ce que véritablement le corps d'un enfant peut servir à venir satisfaire les besoins sexuels d'un adulte? Donc voilà, c'est quand même une notion qu'on peut interroger. Mais de toute façon, je vais vous parler tout de même d'autres éléments, d'autres données du cadre légal qui permettent de comprendre qu'il faut considérer qu'on doit considérer le mineur victime de prostitution d'une part comme une victime et d'autre part comme un mineur en danger. La loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, elle a affirmé l'interdiction totale absolue de la prostitution des mineurs. Et elle a affirmé aussi qu'il s'agissait d'un sujet pour la protection de l'enfance, puisqu'il est dit que tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants. Ça veut dire que le mineur qui se prostitue est considéré comme un mineur en danger et pas comme un délinquant, puisque le délit de racolage a, lui, été aboli en 2016. Ça veut dire que l'interdiction de la prostitution des mineurs, elle est absolue jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Donc, aucun lien ne peut être établi avec la notion de majorité sexuelle à 15 ans. La question du consentement à la prostitution, même si elle est évoquée par les jeunes eux-mêmes, hein, elle est hors de propos au regard de la loi. Et le délinquant, c'est celui qui a recours à la prostitution d'un mineur ou qui en tire profit, qui l'organise. Le mineur, lui, qui a une pratique prostitutionnelle, il est considéré comme victime aux yeux de la loi. Mais une fois ça posé, je dois aussi dire que ce cadre juridique, il n'est pas nécessairement connu de tous. Par exemple, la notion de consentement, elle est certes inadaptée, mais elle est régulièrement invoquée, soit par les jeunes eux-mêmes, soit dans les discours de certains adultes. Il n'est pas toujours acquis non plus de considérer les enfants et les adolescents concernés comme des victimes plutôt que comme des délinquants, quand on écoute notamment certains adultes, sans doute du fait de représentations négatives sur la prostitution, hein, on peut l'imaginer. Et puis parfois aussi, notamment du côté de travailleurs sociaux, la prostitution du jeune, elle va pouvoir être renvoyée au registre de l'intime, comme s'il s'agissait que de la vie sexuelle du jeune. Avec des professionnels en général qui ne sont pas très à l'aise avec ces questions.
Mais ce qu'il faut plutôt considérer, c'est que la prostitution, c'est d'abord un système, plus ou moins organisé, on le verra tout à l'heure, qui tire profit de la vulnérabilité de ces jeunes et qui exerce sur eux une violence, on va le voir aussi tout à l'heure. Et cette violence, elle a bien sûr des effets que je développerai également. Une question qui revient beaucoup, et qui est celle du nombre de mineurs concernés en France. Alors actuellement, adossé notamment aux travaux du groupe de travail interministériel et avec des financements d'État, sont conduites des études pour essayer d'approcher des chiffres. Mais pour l'instant, il n'y a pas de statistiques consolidées et fiables qui permettent d'établir le nombre de mineurs victimes de prostitution en France. D'abord, ça s'explique par le fait que c'est un phénomène caché, un phénomène clandestin, et en plus de moins en moins visible sur la voie publique, puisque les principaux vecteurs aujourd'hui des nouvelles formes de prostitution sont numériques. Mais il existe tout de même quelques indicateurs qui permettent de dire que c'est un phénomène en expansion, en tout cas qui est davantage repéré depuis quelques années, probablement les deux à la fois, en expansion et davantage repéré. Si on s'intéresse à la partie visible de la prostitution des mineurs, c'est-à-dire celle qui fait l'objet d'un traitement policier et judiciaire, on peut citer l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, qui évoque entre 2014 et 2019 une augmentation de 571% du nombre de mineurs victimes identifiés. On peut évoquer également dans le rapport de 2016 des inspections IGAS, IGA, IGJ, du fait que les associations spécialisées dans l'accompagnement et le repérage de personnes en situation de prostitution évoquaient environ 25-30% de mineurs dans leur file active, soit un chiffre qu'on peut estimer entre 6 000 à 10 000 mineurs. Vraisemblablement, sur l'ensemble de la population mineure, on est au-dessus de ces chiffres-là. Et puis un indicateur également pour dire que ce phénomène grandit, c'est l'alerte des professionnels, j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est ce qui nous a d'ailleurs amené à se saisir de ce sujet. Après, il y a toujours évidemment un lien, je l'ai dit, entre mesure du phénomène et capacité de repérage. Et plus on en parle comme on le fait aujourd'hui, plus on sera capable de repérer des mineurs dans ces situations. Il est important aussi de comprendre le fonctionnement, les différentes formes de prostitution et le fonctionnement des réseaux lorsqu'il en existe. J'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. Auparavant, l'image qui prédominait, c'était celle d'une jeune fille étrangère exploitée la plupart du temps dans la rue par des réseaux organisés, des réseaux de traite internationale. Par rapport à ce type de prostitution, une mobilisation forte s'est mise en place, ce qui a eu pour effet de la réduire, même si elle existe toujours. Il y a eu des travaux sur des populations à risque, par exemple les jeunes filles nigérianes, les jeunes garçons roms, et puis plus globalement les mineurs non accompagnés, d'après les associations qui sont habituées à intervenir auprès de ces mineurs. Il faut savoir aussi que le risque prostitutionnel, il est majoré par le contexte d'errance. C'est pourquoi, en dehors des MNA, des mineurs français en situation d'errance ou de fugue peuvent entrer en prostitution. Alors, d'abord pour survivre, c'est-à-dire trouver un hébergement, se nourrir. Vous avez aussi certaines jeunes filles qui sont déjà socialisées, entre guillemets, à la prostitution, qui peuvent rejoindre des grandes métropoles, des grandes villes françaises, sans argent ou quasiment sans argent, dotés de leur téléphone portable et qui vont escompter, c'est ce qu'elles disent, faire la fête. En fait, pendant ces fugues, elles se rendent par exemple dans des lieux festifs, des boîtes de nuit, ce genre de choses, et elles disent séduire des hommes qui vont en fait payer pour des actes sexuels en échange soit d'hébergement, soit de cadeaux ou d'argent. Ou alors, ce sont des jeunes filles qui vont fuguer de leur lieu de vie habituel, qui peut être le domicile ou les établissements de protection de l'enfance, pour participer à ce qu'on appelle un plan, qui est le mode opératoire qu'on voit se développer beaucoup ces dernières années. Puisque, en effet, les formes de prostitution qui sont en forte expansion vont plutôt concerner des jeunes qui ont des attaches en France,
donc français ou ayant des attaches en France, dont l'activité prostitutionnelle va se développer à partir d'Internet et des réseaux sociaux. Généralement, on va parler de prostitution 2.0 ou de plan pour qualifier ce type de prostitution, et je vais un petit peu décrire de quoi il s'agit. Ça concerne surtout des jeunes filles qui peuvent pratiquer soit seules, soit en groupe, parfois disent-elles avec des copines. Euh, alors, souvent, la pratique de ces jeunes, elle est tout de même récupérée par un proxénète, mais ce sont en général des micro-réseaux dont l'organisation n'est pas stable et qui vont évoluer assez rapidement. On a un article du dossier thématique qui explique ça très bien. À partir de dossiers judiciaires, les chercheuses qui ont rédigé l'article et l'étude en question, donc il s'agit de Bénédicte Lavaux-Legendre et de Cécile Plessard, elles ont pu déterminer que l'activité de prostitution se structurait donc en plan d'une durée limitée sur un ou plusieurs lieux, avec une organisation où les tâches sont bien réparties. Donc un plan, concrètement, c'est un réseau et une organisation pour un temps donné. Ça peut être un week-end prolongé, une semaine, une dizaine, une quinzaine de jours. Et ce réseau peut ne plus exister une fois le plan terminé, mais généralement pour se reformer plus ou moins avec les mêmes acteurs quelques semaines ou mois plus tard. Je décris la façon dont ces systèmes sont organisés. Les chercheuses, ne soyez pas étonnés, ont repris le vocabulaire du monde du travail. Donc, l'organisation, elle va comporter ce qu'elles appellent un patron, des prestataires. Alors, patron et prestataire, j'écrirai ce qu'ils font, mais je pose d'emblée que tous, aux yeux de la loi, sont considérés comme proxénètes, puisqu'ils participent à organiser cette activité de prostitution. Et de l'autre côté, on a les jeunes en situation de prostitution. Le patron, on le reconnaît au fait qu'il gère l'activité et qu'il fixe les conditions de travail et de rémunération de tous les protagonistes. Et puis, les prestataires, ils sont de différentes sortes. On va avoir ceux qui vont gérer le recrutement des jeunes filles et la création, la mise en ligne des annonces sur Internet. Vous avez des prestataires qui vont gérer aussi la logistique. Bon, des prestataires, ce sont des individus, hein, bien sûr, ce n'est pas un service. Donc, ils vont gérer la logistique, c'est-à-dire réserver les hôtels, les Airbnb, acheter, transporter les consommables de type préservatif, lubrifiant, etc., mais aussi de la drogue que les jeunes filles vont consommer pendant la durée du plan. Pour différentes raisons. Pour les jeunes filles, ça peut être un moyen de supporter les conditions d'esclavage sexuel, et pour les proxénètes, c'est tout bénéfice puisque ça permet de les tenir. Généralement, d'ailleurs, on leur offre au début de la séquence la drogue, et puis ensuite, progressivement, elle devient payante. Comme ça, elles sont aussi tenues par l'argent. Il y a aussi des prestataires en charge de ce que les chercheuses appellent le contrôle, c'est-à-dire la surveillance des jeunes filles. Ces hommes peuvent ne pas hésiter à les menacer, à les séquestrer, à les violenter, avec parfois des actes de torture, des viols. Généralement, ces proxénètes-là vont se présenter aux jeunes filles comme des personnes qui sont là pour les protéger, donc paradoxalement, hein, les protéger de la violence des clients, du fait que les clients ne veulent pas payer. En général, ils sont plutôt là bien pour contrôler les jeunes filles et faire en sorte qu'elles ne sortent pas, qu'elles ne s'échappent pas. De la même manière, vous avez du côté des recruteurs, donc ceux qui les recrutent, des hommes des jeunes hommes qui peuvent utiliser leur charme pour conduire les jeunes filles vers la prostitution. C'est un terme que vous connaissez peut-être, on les appelle parfois l'overboy. Donc, ils séduisent des jeunes filles pour finalement leur demander de se prostituer, et généralement, ils vont maintenir avec elles un lien d'emprise, alors que les jeunes filles, elles, vont continuer de considérer ce lien pour un lien amoureux. Vous verrez, quand je parlerai plus en détail des profils des jeunes en situation de prostitution, que cette manière de dévoyer à la fois la notion de protection, la notion d'amour aussi, ce sont des façons particulièrement pernicieuses d'exploiter les vulnérabilités d'adolescents qui sont souvent à risque vis-à-vis du piège de l'emprise, puisque c'est vraiment bien d'emprise dont il s'agit là. Sur ces organisations, j'insisterai sur la place centrale d'Internet et des téléphones portables dans ce système.
Non seulement le téléphone portable permet d'organiser l'activité, donc ça va organiser le recrutement, la logistique au moyen de ces téléphones, mais ils sont aussi utilisés comme un moyen de pression extrêmement efficace et de chantage. Généralement, ces téléphones sont confisqués pendant la durée du plan. Souvent aussi, les proxénètes menacent les jeunes filles qui voudraient s'échapper de diffuser les images d'elles. Alors, c'est des images, soit des annonces, soit des vidéos capturées pendant des actes sexuels. Ils les menacent parfois de les retrouver à travers des logiciels espions. Et puis, ce qui peut paraître plus surprenant, mais qui s'explique en réalité très bien, c'est que certaines jeunes filles n'envisagent pas du tout de partir sans leur téléphone. Elles sont dans des états de sidération, vraiment émotionnellement, elles sont très éprouvées, elles ont peur et elles investissent ce téléphone comme un objet qui les relie au monde, comme si c'était le vecteur de toutes leurs relations. Et puis elles craignent aussi de ce qui peut être fait, hein. Qu'est-ce qu'il va faire avec mon répertoire? Qu'est-ce qu'il va faire éventuellement des images qu'il trouvera dans ce téléphone? Donc voilà, le téléphone portable, c'est un moyen d'organiser l'activité, mais c'est aussi un énorme moyen de pression. Je n'ai pas parlé là, je crois, d'autre chose qui est la prostitution en milieu scolaire, puisqu'elle existe aussi. Donc là, je ne parle plus des plans, on est dans autre chose. Ce sont des pratiques de prostitution qui ne passent pas toujours par un proxénète. Parfois, ce sont quelques jeunes filles ou une jeune fille dans l'établissement scolaire. Lorsqu'il y a des proxénètes, ça peut être des élèves de l'établissement. Généralement, qu'il s'agisse des jeunes qui se prostituent ou des clients, quand ce sont des jeunes de l'établissement scolaire, on va observer des représentations de la sexualité, un rapport au corps qui se sont construits en référence à des images ou des récits véhiculés entre pairs ou vus sur Internet, et que ces jeunes n'ont pas confronté à ce que pouvaient en dire les adultes. Donc, comme une espèce d'éducation à la sexualité, d'abord qui se fait sans éducateur. Parfois, ce sont des jeunes qui vont adopter des attitudes bravaches ou de banalisation quand on découvre leurs pratiques, quand le chef d'établissement, par exemple, découvre leurs pratiques ou les enseignants. On peut observer des pratiques du type une pipe dans les toilettes ou aux abords de l'établissement contre un cadeau, une somme souvent assez modique. Parfois, il y a des groupes qui s'identifient, de jeunes filles qui se prostituent lorsqu'il y a un réseau, qui vont s'identifier comme la bande à un tel étant le proxénète. Généralement, ces situations de revendication de l'appartenance à un groupe, c'est une espèce de manière d'assumer la pratique prostitutionnelle et de la valoriser comme s'il s'agissait de faire quelque chose d'un peu fou, dont on n'a pas honte, en tout cas pas sur le moment, mais quand on connaît un peu quelque chose de l'adolescence, on sait que derrière le discours du groupe, chacun ne se retrouve pas forcément et qu'il peut y avoir de la souffrance. Ou alors, ensuite, de façon différée. Je souhaite rappeler aussi, pour en finir sur cette question des différentes formes de prostitution, que vous trouverez certainement d'autres termes pour qualifier la prostitution. Les jeunes eux-mêmes utilisent parfois d'autres termes. Donc, on peut parler de michetonnage, d'escorting, de plan sous. Mais derrière ces termes, il ne faut pas s'y tromper, il s'agit bien toujours de prostitution, et notamment aux yeux de la loi. Je sais qu'aujourd'hui, nous regarde une partie du public d'aujourd'hui est constituée de personnes qui viennent de l'outre-mer, des territoires et départements d'outre-mer. Donc, je dirais quelques mots de ce que nous connaissons de la prostitution des jeunes dans ces territoires et départements. On retrouve les formes de prostitution que j'ai évoquées tout à l'heure. Prostitution de rue 2.0, prostitution en milieu scolaire. La prostitution de rue, elle peut notamment concerner des jeunes issus de communautés étrangères ou de groupes sociaux qui sont plus exposés au risque de rupture familiale et d'exclusion sociale. Il y a quelques recherches, une recherche qui a été faite par exemple sur certains jeunes rérés en Polynésie, ou alors des jeunes originaires d'îles ou de territoires, d'îles proches ou de territoires frontaliers. Nous avons eu contact avec différents intervenants, plutôt venant de l'éducation nationale ou des travailleurs sociaux, pour essayer de creuser sur les profils de jeunes et les formes de prostitution. Ils ont pu évoquer qu'ils pouvaient être concernés de très jeunes adolescents, par exemple aux abords des collèges, mais aussi des lycéens en grande difficulté sociale et financière. Ils observent aussi
Donc, il y a deux formes de prostitution, soit une prostitution entre jeunes, où clients et prostituées sont des mineurs, et parfois une forme de prostitution où les mineurs se prostituent avec des adultes parfois beaucoup plus âgés. La rémunération, elle ne se fait pas toujours en argent, mais ça peut consister en des biens de consommation qui sont convoités des adolescents, qui vont avoir tendance à voir la pratique comme du missionnage, ou si le mot est pas employé, elles peuvent parler d'échange de services, de la personne adulte comme un protecteur, un ami qui offre des cadeaux. Et en réalité, ce qui banalise une transaction qui est bien prostitutionnelle. Il faut dire aussi que les adolescents sont plus à risque quand ils n'ont pas été sensibilisés au champ de l'éducation sexuelle au sens large, lorsque n'a pas été posée la question de réflexion sur le corps, la puberté, le respect de soi et des autres, la question du consentement. Donc c'est pourquoi ont été identifiés, notamment dans ces départements et territoires d'outre-mer, des actions en la matière qui vont pouvoir aborder ces questions-là et parfois directement la question de la prostitution à travers de différentes manières, des supports vidéo, visiblement le lancement d'initiatives de théâtre forum où on va jouer des scènes et les adolescents peuvent réagir. Ces programmes de sensibilisation, il est important, je tiens à le dire, qu'ils impliquent les adultes en général, parents, professionnels, d'une part pour ne pas faire porter aux enfants la responsabilité de la prévention, mais aussi pour qu'on parle plus, les adultes soient plus à même de participer à ces questions d'éducation sexuelle, conscience de soi, notion de consentement, et pour qu'ils soient en mesure, le cas échéant, de repérer des conduites à risque et notamment des conduites prostitutionnelles. Enfin, pour en terminer avec ce qu'on a pu échanger avec les départements et territoires d'outre-mer, une difficulté, c'est que les phénomènes de prostitution, de survie ont été identifiés sur certains territoires, pas seulement dans des contextes de fugue ou d'errance, c'est-à-dire concernant des jeunes qui vivent à leur domicile. Alors, les parents ne sont pas forcément toujours au courant de ces activités. Donc des familles en situation de grande précarité. Et là, nos interlocuteurs nous disent qu'il est très difficile de parler de respect de soi, de respect du corps à des jeunes qui sont vraiment dans des mécanismes de survie. Et pour cela, on peut imaginer que les approches socio-éducatives ne suffiront pas. Et il faut vraiment, en parallèle, mettre tout en œuvre pour que ces jeunes et leurs familles puissent bénéficier d'un accompagnement social qui réponde à leurs problématiques de grande précarité. On dirait comme ça que j'ai dit déjà pas mal de choses sur les adolescents victimes de prostitution, mais je n'ai pas épuisé le sujet. Il y a encore des choses à dire. Concernant les caractéristiques sociodémographiques, bon, on est sur des phénomènes qui très majoritairement vont concerner des adolescentes, mais il faut rester vigilant à ne pas complètement invisibiliser la prostitution des garçons parce qu'elle existe. Également aussi du côté de jeunes qui se revendiquent transgenres. Nous avons eu, concernant l'âge, c'est une question qui est souvent posée, on a des témoignages de très jeunes enfants d'une douzaine d'années qui se prostituent. Malgré tout, la plupart des situations dont on entend parler concernent plutôt des adolescentes de 14 à 17 ans. On entend parfois l'expression proxénétisme de cité. Je tiens à dire que c'est essentiellement en référence avec des modes opératoires qui sont en fait ceux des plans dont j'ai déjà parlé, mais que ce n'est pas la prostitution des mineurs ne se cantonne pas à des jeunes filles des cités, ni à des jeunes filles de milieux défavorisés. Est-ce que pour autant cela revient à dire que ça peut concerner n'importe quel jeune? Je dirais là pas exactement, parce qu'il y a quand même certains facteurs de vulnérabilité que j'aimerais décrire. Et ça, les professionnels et les recherches également le montrent, enfin les expériences de terrain et les recherches peuvent le montrer. Parmi les éléments qu'on retrouve fréquemment dans le parcours des mineurs victimes de prostitution, il peut y avoir le besoin d'échapper à un climat d'emprise, voire de maltraitance, souvent familiale, mais aussi des initiations précoces, parfois non désirées à la sexualité,
Donc, qu'il s'agisse pour les faits les plus graves de viol, mais aussi de relations humiliantes, de premiers rapports sexuels qu'on a sentis un peu forcés, dans une relation d'emprise, parfois du harcèlement sexuel, notamment sur les réseaux sociaux, avec de la publication d'images intimes. Là, je parle là avant d'entrer en prostitution, hein. Parfois avec des phénomènes un peu plus loin de la question sexuelle, des phénomènes tout simplement de harcèlement scolaire, donc des jeunes qui sont tout de même déjà fragilisés, pas systématiquement bien sûr, hein, mais je dis ce que sont les facteurs de risque et ce qu'on retrouve. Certains jeunes qui sont aussi en rupture avec l'école ou les services socio-éducatifs quand certains jeunes sont en rupture avec l'école ou avec les services socio-éducatifs s'ils les fréquentaient déjà, s'ils avaient des relations avec ce type de service. Bien évidemment, la situation de prostitution va venir aggraver cela. Et c'est un point important parce que l'échec scolaire et l'absence de relations de confiance avec les adultes, ça vient barrer la route à une idée de projet constructif à long terme. Et ça peut amener en particulier des jeunes filles à voir la prostitution comme une solution de court terme où elles vont utiliser ce qu'elles considèrent être leurs atouts physiques. Et la société, par ailleurs, leur renvoie que ces atouts-là ont de la valeur, mais de façon assez cynique. Là, en fait, je parle de la culture du corps-objet, des corps hyper sexualisés, ce qu'on voit notamment sur les réseaux sociaux. Et en l'occurrence, les réseaux sociaux, ces adolescents sont souvent des usagers compulsifs. Peut-être pas facteur de vulnérabilité, mais espace à risque. Je voudrais, évidemment, j'ai déjà parlé de la fugue, puisque c'est le terreau idéal pour la prostitution. Mais de la même manière, la surexposition de soi dans des postures sexualisées sur les réseaux sociaux peuvent attirer l'attention de proxénètes ou directement de clients. Donc la fugue, les réseaux sociaux sont vraiment des espaces à haut risque et c'est pourquoi d'ailleurs on leur a consacré des textes dans le dossier thématique dont je parlais tout à l'heure. Il y aura peut-être des questions par ailleurs sur ce sujet auxquelles je répondrai volontiers. Mais pour résumer sur les profils de jeunes, ce sont donc des jeunes qui ont souvent subi des traumatismes, notamment des recherches étrangères l'ont montré. On a des textes dans le dossier thématique à ce sujet, qui perçoivent souvent leur environnement comme peu aidant ou pas du tout aidant, qui fuient souvent des relations d'emprise familiales, mais aussi sociales, dans certains contextes où la liberté, notamment des jeunes filles, n'est pas acquise. J'imagine que en première intention, je sais que les gens, quand je dis ça, pensent à des milieux sociaux défavorisés, aux cités, etc. Mais à contrario, parfois dans des environnements favorisés avec des éducations que les jeunes vont juger contraignantes et liberticides, on peut aussi avoir des phénomènes de prostitution. Et c'est aussi lié au fait que certains jeunes peuvent associer la prostitution à l'exercice ou à la jouissance d'une liberté. C'est quelque chose paradoxalement qu'on peut retrouver dans leur bouche. Et pour les personnes en situation sociale défavorable, la voir aussi comme une porte d'entrée dans d'autres environnements sociaux. En réalité, c'est un peu illusoire parce qu'il est quand même assez rare qu'elle soit dans une prostitution qui brille à fréquenter des environnements sociaux extrêmement brillants. Par contre, c'est potentiellement ce que peuvent leur vendre les proxénètes comme promesse. Et puis, je le disais tout à l'heure, mais elles peuvent associer la pratique avec la fête, ce qui ne les aide pas à identifier la violence. Vous avez une citation là qui est intéressante à l'écran, qui est celle d'Emmanuel Meunier de la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque en Seine-Saint-Denis, qui parle du fait que la prostitution est une fabrique d'excitation. Lorsqu'on est en situation de se prostituer, il peut y avoir de l'excitation érotique, de l'excitation provoquée par la prise de drogue, de toxiques, mais quelque chose de fort, de puissant, de la peur, des rapports de force. Et ces éléments-là, j'ajouterais aussi l'argent et le fait qu'il soit dépensé très rapidement ensuite, peuvent avoir des effets quasi addictifs. Lorsqu'elles arrêtent ça, les adolescentes et les adolescents peuvent se sentir que leur vie est vide, a peu d'intérêt. Ça peut être une des raisons, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle ces adolescents reviennent à la pratique de prostitution.
Ce que je tiens à dire, c'est que même si les jeunes n'identifient pas toujours la violence, ces jeunes gens, ces jeunes filles qui ont fui des emprises tombent évidemment sous d'autres emprises à travers la prostitution. Je crois que c'est assez clair par rapport à ce que j'ai décrit tout à l'heure de la façon dont fonctionnent les réseaux. Et ces jeunes qui en sont déjà là auront besoin d'être accompagnés dans un travail d'élaboration qui vont leur permettre de se représenter la violence et de comprendre pourquoi ils et elles se sont mis en danger. Mais il est possible d'intervenir en amont, et c'est un peu l'objet des travaux qu'on fait là ensemble, c'est-à-dire qu'avec les bonnes grilles de lecture, les adultes sont mieux en capacité de repérer et d'intervenir de façon précoce ou préventive. Et c'est en réalité capital, puisque dans des situations plus enquistées, il est difficile d'intervenir sur ces situations. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais développer également. On nous pose aussi souvent la question, quel est l'impact de la prostitution sur ces jeunes? Je ne peux pas tout développer aujourd'hui. Bien sûr qu'il est de plusieurs natures. Ça va avoir un impact sur la vie familiale, sur la vie sociale de la jeune ou du jeune, sur sa scolarité, sur sa santé physique et sur sa santé psychique. Je suis obligée de faire un choix, parler de la question du trauma complexe. Déjà, j'ai dit que les parcours certains de ces jeunes étaient compliqués avec des traumas antérieurs. Mais le fait d'être exposé de façon prolongée à ces violences subies dans un contexte de captivité ou d'emprise, c'est aussi susceptible d'occasionner ce qu'on appelle un trauma complexe, et j'aimerais en parler un peu parce que c'est important de le considérer. Le trauma complexe, il comporte 6 dimensions. Vous avez ces éléments détaillés à l'écran. D'une part, ça va altérer les affects avec ce qu'on va observer, c'est que des changements d'humeur, des épisodes de colère, au contraire de grande inhibition, une sexualité, là encore, soit compulsive, soit complètement inhibée. Donc, un jeune qui semble sous mouvement oscillatoire. Une altération de la conscience, et ça c'est très important, vous avez là aussi les éléments à l'écran. En quoi ça consiste? Amnésie, hypermnésie pour les événements traumatiques, épisodes de dissociation, dépersonnalisation, etc. En fait, ce que ça veut dire, c'est que de façon temporaire ou durable, la mémoire, la pensée, le jugement, les ressentis vont être inhibés pour pouvoir supporter le traumatisme et pour pouvoir supporter la violence. Par exemple, les éléments de dissociation, les épisodes, par exemple, de dissociation surviennent généralement quand la victime est exposée à la violence. Quand elle est exposée à la violence, le cerveau va couper. C'est un processus de survie. Et la mémoire et les ressentis de peur, de dégoût, etc., peuvent se réactiver qu'après, et parfois très violemment. Ça explique notamment quand vous avez certainement déjà vu vous-même ou entendu je ne le comprends pas, elle a subi quelque chose que l'adulte va considérer comme très éprouvant ou tout à fait répugnant. Et les adultes vont dire elle semble complètement à l'écart de ça, ne rien ressentir, complètement détachée. Mais c'est aussi, c'est justement ces phénomènes de dissociation qui ont permis à la jeune fille d'être dans cet état, mais qui lui ont aussi permis de survivre psychiquement à ce qui est en train de se passer. Je continue sur le trauma complexe. D'autres effets d'un trauma, c'est une altération de la perception de soi, donc des jeunes qui vont se sentir complètement impuissants par rapport à la situation, vont pas réussir à prendre l'initiative, vont se sentir extrêmement honteux, extrêmement coupables, donc ils prennent complètement sur eux par rapport à ce qu'il se produit. Et à contrario, altération dans la relation aux autres, une difficulté à être en relation avec les autres, un retrait social, un repli, une confiance excessive en l'autre ou au contraire complètement inexistante, on ne croit plus en personne,
une altération dans la perception de l'agresseur. Alors là, c'est assez important par rapport au sujet du proxénète. Ce sont des jeunes gens et des jeunes filles qui vont beaucoup se préoccuper de ce que peut vivre ou risquer le proxénète, qui vont lui attribuer un fort pouvoir, qui vont l'idéaliser, parfois se sentir redevables vis-à-vis de lui. En plus, le discours des proxénètes, évidemment, va dans ce sens. Et des jeunes filles et des jeunes gens qui vont complètement accepter le système de rationalisation de la personne qui abuse d'eux et d'elle. Et puis, dernier point, une altération dans le système de croyance du jeune ou de la jeune, donc des jeunes qui vont avoir tendance à ne plus avoir foi en rien. Il est vraiment important de considérer que ce sont des jeunes qui sont vulnérables vis-à-vis du risque de revictimisation, c'est-à-dire redevenir victime. Déjà, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Parfois, elles étaient déjà victimes, elles ont déjà été victimes d'autre chose. Pas toujours, parfois. Donc, le fait de se prostituer est déjà une expérience de revictimisation. Et puis ensuite, pour les raisons que j'ai évoquées liées au mécanisme du psychotraumatisme, c'est-à-dire que certains se remettent dans une situation violente pour se dissocier et pour que s'arrêtent les épisodes de remémoration des violences qui peuvent être insoutenables. Et puis aussi pour ce dont je parlais tout à l'heure, pour retrouver l'état d'excitation dont je parlais tout à l'heure. Mais en fait, les deux ne sont pas forcément incompatibles. On peut se sentir avoir été finalement, se couper par rapport à ce qui était mauvais, se sentir vivant par rapport à certaines choses, la drogue, le phénomène de groupe, je ne sais pas, l'argent, et puis rentrer chez soi, à la fois faire des cauchemars, avoir très peur et c'est insoutenable, et à la fois se dire, mais en même temps, là tout de suite maintenant, ma vie est vide et j'y retourne. J'ai des choses à vous dire également sur la façon dont on peut repérer et approcher un jeune garçon ou une jeune fille qui est victime de prostitution. En réalité, en vous parlant du psychotraumatisme, je vous ai déjà parlé de beaucoup de choses qu'on peut observer. On peut repérer aussi des signes qui peuvent alerter. Ce sont par exemple des usages abusifs de substances psychoactives, un jeune qui va avoir un usage extrêmement intensif des moyens de communication, surtout si ça vient un peu d'un coup, très crescendo, surtout si on le voit utiliser plusieurs puces, plusieurs téléphones. Évidemment, la déscolarisation, puisque la situation de prostitution va l'induire ou l'exacerber en tout cas. Des découchages, des fugues, ça paraît assez évident. Quand je parle là à l'écran, vous voyez rapport au corps inadapté, hypersexualisation. Alors, ça peut être un vêtement complètement inadapté à la situation, soit la température, soit le contexte. Ça peut être un rapport complètement désorganisé à l'hygiène, des jeunes qui vont se prendre 4 douches par jour ou au contraire qui vont se laisser, qui vont être en défaut d'hygiène pendant plusieurs jours d'affilée. Des relations amoureuses insolites, un jeune qui va passer son temps avec quelqu'un de beaucoup plus âgé, avec un niveau de vie qui semble élevé, ou quelqu'un qui est une personne peut-être plus jeune, mais dont on sait qu'elle est dans des situations, on va dire, dans des activités illicites. Lorsque le jeune se replie sur un petit groupe de pairs et on sent qu'il en subit fortement l'influence. Et puis des choses plus matérielles, quand on voit que le jeune a un niveau de ressources qui évolue d'un coup et qu'on ne comprend pas pourquoi. Et puis également, c'est très ciblé, mais lorsqu'on trouve dans son sac des vêtements de rechange d'un style inhabituel, de la lingerie, des objets insolites tels que des préservatifs, des cartes d'hôtel, parfois même des armes. Par contre, je tiens à dire qu'il faut vraiment raisonner en termes de faisceau d'indices. C'est-à-dire que là, il y a des signaux qui ne vont pas marcher, y compris ceux qui semblent les plus évidents. Souvent, par exemple, on s'imagine qu'on va voir que le jeune a un niveau de vie qui s'est élevé d'un coup, mais pas toujours. Il n'y a pas toujours d'argent qui circule, soit parce que le jeune oublie de le demander, parce qu'il a été abusé. Et en fait, il y a plein de ces signes qui peuvent ne pas être observables. Donc, il faut raisonner par rapport à ce qu'on connaît déjà de la situation du jeune et regarder la dimension de changement. Je vais passer assez rapidement. Là, vous aviez
une principale de collège qui nous disait comment elle pouvait découvrir une situation de prostitution. Elle parle de signaux faibles, et quand il y a plusieurs signaux faibles, ça devient le signal fort que quelque chose ne va pas, comme dans d'autres domaines. À l'école, ce qu'elle peut observer, un jeune qui ne fait plus ses devoirs, qui ne vient plus à la cantine, qui change de comportement, etc. Et donc, on va essayer par le dialogue de comprendre ce qui se passe pour le jeune. Il y a aussi des éléments relatifs à des phénomènes de groupe qui peuvent être observables. Si je reprends toujours le témoignage de la principale de collège, elle a découvert un réseau au sein d'un établissement scolaire par rapport à des absences récurrentes d'élèves qui se ressemblaient, une heure par-ci par-là, des retards. Elle a observé aussi des allers-retours, des allées et venues aux alentours du collège. Elle a pensé à un trafic de drogue et puis finalement, c'était ça. En établissement de protection de l'enfance, on peut aussi observer des choses, des allées et venues régulières de jeunes dans un environnement dont on sait qu'ils ne sont pas très bien fréquentés, des véhicules suspects qui rôdent et qui prennent les jeunes gens ou les jeunes filles, des phénomènes de groupe du type grosse tension ou repli d'un jeune auprès d'un groupe, des fugues collectives aussi, bien sûr. Et bien évidemment, quand on connaît déjà une situation de prostitution ou de proxénétisme dans la structure, il faut être particulièrement attentif. Sur la façon dont on peut approcher ces jeunes, on l'a vu, ce sont des jeunes qui ne demandent pas forcément toujours de l'aide. Donc, il faut commencer par essayer de construire un lien qui pourra résister à la distance, à la fugue et aux rechutes. Ce qu'on souhaite, c'est de proposer des soins, une mise à l'abri et puis progressivement une vie moins chaotique pour le jeune quand il y sera prêt. Je vais reprendre l'expression d'un participant à notre dossier qui dit qu'il faut être les guetteurs, d'être à l'affût du bon moment pour le jeune pour en faire un moment de bascule. Parce que la tentation que certains peuvent avoir, du côté des adultes, c'est de faire reconnaître aux jeunes tout de suite qu'il se prostitue, que la prostitution est une violence, que le proxénète abuse de sa confiance, mais c'est un mode d'approche qui n'est pas toujours très fécond. Le jeune peut se braquer, fuir l'aide qui lui est proposée ou alors se complètement décompenser devant ce miroir qu'on lui met devant les yeux. Il y a des jeunes qui sont capables d'entendre ça et il y en a pas tout de suite. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en capacité d'entrer en relation avec l'adulte et de commencer à accepter une aide. Donc, il faut que l'adulte puisse se saisir de ce que lui permet l'enfant pour établir un lien, le protéger à la mesure de ce qu'il peut et l'amener progressivement à cheminer. Par contre, ce qui doit être clair pour les adultes, c'est que l'adulte, lui, doit être clair avec ce qui se passe pour l'enfant. Il s'agit bien de prostitution et le jeune est bien victime, même si le jeune le nomme de manière différente. Vous avez à l'écran des verbatims pour montrer ce type d'approche. C'est une approche qu'on appelle l'approche par l'écoute sans jugement. Ça permet la mise en relation, bien sûr, mais ça permet aussi de comprendre ce qui se joue pour le jeune. Là, la personne nous dit, en acceptant de partager un peu de l'expérience et de l'histoire de l'adolescente, ça permet un travail de décodage. Je tiens à dire aussi, lorsque l'approche éducative est un peu en souffrance, la proposition de soins ou de dépistage peuvent être des points d'accroche assez intéressants avec ces jeunes. Certains vont être en demande parce qu'ils craignent une grossesse ou un souci de santé. D'autres ne sont pas en demande, mais vont voir cette proposition comme une main tendue pour prendre soin d'eux, et le médecin ou le professionnel paramédical peuvent être investis comme des interlocuteurs de confiance et devenir des relais ensuite vers d'autres adultes. Ce qu'il faut, c'est trouver des adultes qui parviennent à mettre ces jeunes en confiance pour qu'ensuite ça puisse se transformer. Je serai rapide sur ce point-là, rassurez-vous, mais concernant les acteurs et partenariats pour repérer, prendre en charge et accompagner, il en sera dit des choses au webinaire du 18 novembre. Donc là, je reparle des objectifs qu'on peut se donner pour prendre en charge et accompagner ces jeunes. L'idée n'est pas de se centrer sur l'abandon définitif des activités de prostitution. Si on pense comme ça, on risque d'être déçu. Accompagner le jeune vers autre chose, c'est plutôt un processus de rétablissement sur le plan psychologique, relationnel et identitaire. Et c'est ce processus de rétablissement qui va lui permettre d'arrêter.
Je parle de processus, mais bien entendu, dès qu'on en a connaissance, la situation, elle doit être signalée aux autorités compétentes et il y a aussi des moments où il est urgent de mettre le jeune à l'abri. Si on voit qu'il a subi des violences physiques, s'il paraît en très grande souffrance, s'il est complètement sous l'emprise massive de psychotropes, à ce moment-là, bien sûr, on peut imaginer une hospitalisation en urgence, une remise en urgence au service de l'ASE. Mais ces solutions de mise à l'abri en urgence sont souvent des réponses temporaires qui ne vont pas garantir un désistement durable. Donc, ce qu'il faut, c'est parvenir à identifier ce qui sera pour le jeune un environnement protecteur où va pouvoir s'amorcer un travail de réparation. Malheureusement, je ne peux pas vous donner la solution de prise en charge qui va fonctionner avec tous les jeunes. Donc, il faut pouvoir explorer des possibilités diverses en s'appuyant sur la connaissance qu'on a du jeune pour l'orienter au mieux. L'idéal, c'est aussi de disposer d'un panel de possibilités de prise en charge. Idéalement aussi, ces prises en charge doivent être mobilisées dans le temps de l'immédiateté, qui est celui du jeune. Donc, quand le jeune fait appel à vous, il a besoin tout de suite. On sait très bien la réalité sur le terrain, c'est très compliqué de lui proposer des solutions. Ce qui est important par rapport aux objectifs aussi, c'est le mineur doit être reconnu comme victime, donc il faut chercher à sanctionner pénalement les auteurs. Mais in fine, vraiment l'objectif, c'est de restaurer le jeune avec des soins, un accompagnement qui vont lui permettre de se réparer et de se remobiliser autour d'autres objectifs ou aspirations que la prostitution. Je ne peux pas m'étendre sur cette slide, mais vous avez une professionnelle, c'est Arthur Melon de la CPE qui parle, mais derrière, c'est Hélène David qui fait ce travail. Voilà, elle va essayer de faire la balance coût-avantage de la pratique avec le jeune, et quand il devient évident pour le jeune que cette pratique est désavantageuse pour lui, là, c'est le moment de l'amener à autre chose. Ce qui peut inclure, c'est ce qu'elle dit à la fin, des thérapies du psychotraumatisme. Et puis un projet de réinsertion également. Donc, le réseau de partenaires, concrètement, pour repérer et prendre en charge ces mineurs, ce sont les établissements scolaires qui peuvent intervenir dans le repérage, mais qui vont devoir continuer à permettre aux jeunes de continuer ou reprendre sa scolarité, les services de police et judiciaires, les éducateurs de prévention. Certains peuvent retrouver les jeunes en situation d'errance et les faire raccrocher avec le référent de protection de l'enfance lorsqu'il y en a un. Plus généralement, plus globalement, tous les acteurs intervenant dans le champ de la protection de l'enfance, les travailleurs sociaux, les acteurs de santé également. Vous voyez à l'écran qui sont les acteurs ressources. Donc concrètement, un professionnel de santé qui repère cette situation doit pouvoir faire le lien avec des dépistages, des prises en charge en gynécologie, peut-être en addictologie, vers d'autres spécialités en fonction des besoins du jeune, vers des psychologues, éventuellement des sexologues. Évidemment, la médecine légale intervient dans le cadre des enquêtes policières et judiciaires. Ces acteurs du soin, si possible, il faut qu'ils viennent aux jeunes. Ce ne sont pas des jeunes qui vont facilement se rendre aisément à des rendez-vous, d'où l'intérêt parfois de structures mobiles comme des camions, Frotty Truck, vous connaissez peut-être ce genre de choses pour la gynécologie. Accompagner un jeune qui se prostitue, c'est un travail au long cours qui peut impliquer certains acteurs associatifs spécialisés. J'ai parlé d'ADN et Amicale d'Uni, pardon, et ACPE, il y en a d'autres qu'il faut essayer de repérer sur vos territoires en essayant de voir si leurs approches vont bien dans le sens de ce que vous voulez pour ces jeunes. Et puis, il faut un réseau large et diversifié de lieux de prise en charge, des dispositifs qui vont de la proximité à l'éloignement, du plus ouvert au plus sécurisé, puisque je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de recette miracle, donc il faut essayer de visualiser les ressources. Et puis peut-être aussi pas forcément penser que placement quand il y a des points d'accroche familiaux et qu'il a été évalué que la famille pouvait contribuer à la protection du jeune. C'est intéressant d'essayer de l'exploiter. C'est ma dernière slide, promis. Je voulais finir là-dessus. Moi, quand j'ai commencé ce travail, j'ai échangé avec Martine Balançon, qui est pédiatre en unité d'accueil pédiatrique, et qui me disait « La prostitution, ça vient faire écran à l'enfance ». Et c'est très vrai. On le voit comme une petite jeune fille, une petite adulte en miniature. Mais il faut faire attention à ne pas projeter le jeune complètement dans un univers et des considérations d'adulte au motif qu'il se prostitue. Ça reste déjà un individu qui a besoin d'être considéré, de se considérer autrement qu'à travers la prostitution.
Ce sont avant tout des enfants et des adolescents, et donc les professionnels de l'enfance ne deviennent pas tout d'un coup complètement incompétents devant ces jeunes-là. Bien sûr, le jeune offre un autre visage avec cette nouvelle problématique, mais il y a des clés à trouver avec lui, chacun de sa place et en essayant de travailler ensemble de façon cohérente. C'est très important de le dire parce que ça signifie que la prostitution n'est pas qu'une problématique spécifique, nouvelle, complètement étrange pour les professionnels de l'enfance. Si on prend un peu de recul, je pense que vous l'avez compris avec tout ce que j'ai dit, c'est d'abord une situation de danger et d'emprise dans laquelle se trouve un jeune qui généralement n'allait pas très bien parce que confronté à des situations adverses ou parce qu'en questionnement, comme tous les adolescents. Et ça, les situations d'emprise, de danger, ce sont des sujets que vous connaissez, tous les professionnels en lien avec l'enfance. Donc, vous avez déjà une expérience à faire valoir, un savoir-faire, même s'il peut être intéressant de faire appel au secteur associatif spécialisé. Je dirais enfin que c'est important que les équipes puissent recevoir un soutien psychologique, un soutien logistique, un soutien institutionnel pour dépasser les sidérations, les états de sidération lorsqu'il y en a, le sentiment de culpabilité quand ça ne marche pas, pour tenir bon, pour garder ce rôle de fil rouge qui soit repérant pour le jeune. Et là encore, il peut être profitable de s'appuyer sur les acteurs spécialisés sur ces questions. Voilà, je m'arrête là pour laisser un peu de temps aux questions. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation très bien structurée qui vient bien s'articuler avec, ben, comme on l'avait prévu, la prochaine webconférence avec la DPJ et la DGCS. Donc, merci pour tout ça. Quelques premières questions. Vous l'avez un petit peu évoqué, je dirais, dans le premier tiers de votre intervention sur le phénomène chez les jeunes garçons. C'est quelqu'un d'un conseil départemental francilien qui me pose cette question. Je vous laisse prendre le temps de boire votre verre d'eau. Les participants passent par l'écrit, donc les questions sont très synthétiques. Est-ce que le même phénomène apparaît chez les jeunes garçons? Alors, j'imagine que ça mériterait un long développement, mais qu'est-ce que vous pouvez en dire? Vous aviez commencé et puis, bon, normal, vous êtes passé à autre chose. Déjà, je tiens à dire que c'est généralement la première question qui vient. Oui, d'accord. Okay. Voilà, on n'a pas l'habitude de parler des jeunes filles en priorité, donc on parle assez rapidement des garçons. Bon, si je dis ça, je fais un peu une blague. Non, mais je pense que c'est aussi qu'il y a une notion d'étrangeté. Comme ils sont moins nombreux, on voudrait savoir ce qu'il y a derrière. Potentiellement, les garçons peuvent être concernés par ces diverses formes d'exploitation sexuelle dont j'ai parlé. Comme il y a un déficit de vision globale de chiffres pour l'ensemble de la population, il en est de même pour la population des garçons. Si je devais donner des chiffres pour ceux dont on dispose, on entend parler quand on écoute les associations, par exemple, ou certaines études, à peu près 10% de garçons. Plus récemment, j'ai été en relation avec des gens qui font des recherches sur les mineurs venant de protection de l'enfance. Là, la population des garçons en situation de prostitution est parfois un peu plus importante. Du côté des professionnels qui interviennent auprès de mineurs intervenant dans la rue, bon, ce sont parfois des mineurs en situation de précarité, en contexte d'errance. Ce ne sont pas toujours des garçons qui admettent avoir des relations avec des hommes, puisque eux ne se vivent pas nécessairement comme homosexuels, mais c'est la pratique de la prostitution qui les amène à avoir ces relations. Là, on est plutôt vraiment dans une prostitution pour survivre. Voilà. Après, voilà, c'est déjà pas mal. Oui, en effet, c'est premier élément. Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé du proxénète. Alors, on était plutôt la personne qui est dans le système et donc on a parlé de la personne qui se prostitue. Mais qu'en est-il du proxénète également mineur? Est-ce que dans la prise en charge, système de protection judiciaire administrative, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce que vous avez observé? Alors moi, nous, on a pour l'instant peu travaillé du côté des proxénètes, mais c'est quelque chose qu'il faut penser. Et il faut le penser notamment aussi parce qu'on peut être à la fois victime et auteur. Ce que je tiens à dire, c'est que notamment du côté des jeunes filles,
certaines peuvent passer du statut de prostituée à celui de proxénète, en tout cas recruteur, et que pour certaines d'entre elles, ça va être une manière de prendre du galon et d'échapper à la condition d'esclavage sexuel. Donc ça, c'est quand même un peu particulier puisqu'on a des mineurs qui sont à la fois victimes et qui deviennent auteurs, et puis parfois qui continuent en plus de se prostituer. C'est une question qui n'est pas simple à penser pour les professionnels qui travaillent auprès de ces enfants, pour les juges des enfants également. Là, je vous ai surtout parlé des jeunes filles qui sont à la fois victimes et auteurs. Du côté des proxénètes mineurs, bien entendu qu'il y en a. Après, je crois qu'il y a eu beaucoup de médiatisation ou de discours disant que ce sont des proxénètes généralement mineurs. Je ne suis pas sûre qu'on puisse le dire comme ça. Ce sont quand même des jeunes qui sont un peu plus âgés que les jeunes filles, donc jeunes majeurs, on va dire. Je dois dire aussi que sur la question de la réponse pénale, pour ces proxénètes et même pour les clients, elle est pour l'instant pas tout à fait à la hauteur en général. Par rapport à ce que j'ai expliqué du fonctionnement des plans, de ces réseaux très mouvants, ce n'est pas très aidant pour arriver à démanteler des réseaux. Le fait que ça soit mobile, que ça se décompose, que ça se recompose, qu'on ait parfois que des pseudos derrière. Donc, il y a autre chose qui n'est pas simple à démêler et à repérer du côté de ces réseaux, c'est que par rapport au trafic, par exemple, de stupéfiants, c'est une activité qui ne nécessite pas une énorme mise de fonds, qui ne nécessite pas l'achat en massif de produits illicites qu'on doit non seulement acheter, transporter et stocker. En plus, l'argent, une fois qu'il est gagné par les proxénètes, mais également par les jeunes filles, il est très vite flambé, dépensé. Donc ça n'aide pas à trouver, ça n'aide pas les enquêteurs et les magistrats à intervenir en matière de réponse pénale. Et pourtant, c'est indispensable aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure, pour qu'on puisse les considérer comme victimes et qu'elles se considèrent comme victimes, il et elle, ça serait bien de pouvoir intervenir sur ces réseaux. Donc là, j'ai été un peu dans ma réponse au-delà de la question du profil. J'ai parlé un peu plus largement de l'activité, les proxénètes, comment ils travaillent, mais je trouve ça intéressant aussi. Très bien. Alors, j'ai une nouvelle question sur les phénomènes observés. Avez-vous pu étudier les situations des jeunes majeurs qui semblent disparaître des radars de la protection de l'enfance et qui ne sont pas vraiment le public type des adultes en situation de prostitution? Manuel qui nous pose cette question. Ce que je dois dire par rapport à notre travail et nos échanges, c'est que généralement, la prostitution, elle commence tôt. Donc, quand on interroge, les études l'ont montré ça, quand on interroge des personnes adultes en situation de prostitution, on s'aperçoit qu'elles ont généralement commencé la prostitution très jeunes, voire à leur minorité. Donc, d'où l'intérêt, d'où l'importance du repérage, d'un début de prise en charge avec ces jeunes. Et évidemment, si on parvient à recréer du lien, si le jeune commence à être dans un processus de prise de conscience de ce qui se joue pour lui, de ce qu'est réellement la prostitution, à savoir une violence à son endroit, là, on va pouvoir, évidemment selon les départements, selon leurs moyens, selon leur politique, plus aisément mettre en place des mesures d'accompagnement à leur majorité. Mais ça, faut agir vite, parce que pour ça, il faut du consentement du côté de la jeune fille. Et quand on sait tous les phénomènes d'aller-retour vers la prostitution qu'il peut y avoir, ça ne démontre pas une non-envie de s'en sortir. Mais voilà, il y a cette ambivalence. Il faut essayer de stabiliser un petit peu la situation pour lui proposer quelque chose. Après, il faut savoir aussi, et on va le présenter ça au volet 2, on va essayer d'en dire quelque chose, qu'il y a des dispositifs pour les majeurs. Donc, il est important de connaître ces systèmes. Ils seront présentés au volet 2
voilà, des dossiers thématiques, je veux dire, volet 2. Alors, justement, sur ce volet 2, c'est pour quand? Vous avez une date ou une fourchette? Je ne vous cache pas que ça a été assez compliqué de construire ce volet 2, puisque là, autant pour comprendre le phénomène, on a pas mal de gens qui sont susceptibles de bien nous en parler, autant pour l'instant, et je pense que c'est ce que diront nos interlocuteurs le 18 novembre, enfin les intervenants pardon, du 18 novembre, c'est que les professionnels ils sont en plein travail pour essayer d'accompagner au mieux et mieux ces jeunes. Donc, réussir à écrire un volet 2 qui va montrer des services qui réussissent avec ces jeunes, ça n'a pas été simple. Soit parce qu'ils réussissaient autrefois avec un autre type de population, celle dont j'ai parlé, des mineurs d'origine étrangère, etc., qui ne s'accompagnent pas de la même façon que les jeunes dont j'ai parlé, qui sont des Français avec des attaches en France, dans des phénomènes de plan, etc. Soit on a des services aussi qui arrivent correctement, enfin plutôt bien à raccrocher ces jeunes, mais qui n'ont pas forcément envie d'une visibilité dans un dossier thématique. Et puis, heureusement, on commence à en trouver quelques-uns qui ont de l'intériorité sur ce sujet, qui réussissent des choses intéressantes avec ces jeunes et qui veulent bien nous partager leur expérience avec nous. Je pense, du coup, pour répondre de façon bien peu synthétique à votre question, qu'on table sur la fin du premier semestre 2022. On espérait on espérait plutôt premier trimestre. Il me paraît plus réaliste de parler de fin du premier semestre 2022. Très bien. Alors, il y a une précision de Sandra du côté des Bouches-du-Rhône, précision d'ordre juridique, c'est une remarque, hein, c'est pas vraiment une question. Il est à noter que la clause dite Roméo et Juliette, amour adolescent avec moins de 5 ans d'écart entre le mineur de 13 ans et le majeur, ne joue pas entre le mineur et le proxénète. Dans la loi du 21 avril 2021, il existe également la prostitution organisée par un des parents de jeunes filles ou garçons ou des réseaux familiaux. Oui, bien sûr. Voilà. Vous avez aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais vous avez, c'est plus marginal, mais vous avez une prostitution qui est organisée par les parents. Et quand on a découvert des réseaux de pédophilie gigantesques, tout le monde voit à quoi je fais référence. On avait quand même des parents qui finalement prostituaient leurs enfants. Ça va concerner des enfants plus jeunes, hein, parfois vraiment très jeunes. Bien entendu, ça existe. J'ai peu parlé de ça parce que c'est un peu plus marginal et je sais qu'aujourd'hui, les gens s'intéressent surtout à ce qui a le plus court, mais bien entendu que ça existe. Et enfin, pour terminer, juste le repérage. Vous y êtes venu à plusieurs reprises de différentes façons. Alors, les signaux faibles qui se cumulent, les institutions vers lesquelles on peut se tourner ou les professionnels médicaux. Euh, on imagine, alors c'est moi qui vous pose là cette question-là, on imagine que vous avez fait de façon synthétique. Mhm. On imagine aussi que dans votre volet 1, du coup, il s'est davantage développé pour donner un peu des outils de repérage encore plus que ce que les professionnels ont peut-être déjà dans leur besace avec le réseau local de prévention spécialisée. On imagine aussi l'implantation locale associative en prévention spécialisée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors oui, c'est davantage développé dans le dossier thématique, mais vous aurez aussi dans le dossier thématique le renvoi à des documents sources, des outils qui existent eux déjà et qui parlent de ces éléments-là, hein. Il y a des guides de sensibilisation qui existent, qui ont été notamment produits par ACPE. La mission métropolitaine de prévention des conduites à risque a développé également des outils. Vous en avez la référence dans le dossier thématique. Donc, n'hésitez pas à aller vers tout ça. Alors, évidemment, on n'est pas exhaustif, c'est difficile, ce serait difficile de l'être, mais vous trouverez déjà des éléments supplémentaires dans le dossier et ensuite un renvoi vers des références qui peuvent vous être utiles sur ces questions du repérage et sur d'autres questions. Tout à fait. Très bien. Écoutez, moi, je n'ai pas de nouvelles questions pour le moment. Je vérifie sur mes différentes pages, quelles qu'elles soient, parce que c'était sûrement très, très complet et voilà, à la fois un joli équilibre entre synthèse et précision, voilà, un peu plus étayé.
vous l'avez bien précisé, les conséquences aussi de la prostitution. Là, vous avez fait un choix sur le trauma et qu'il pourrait y avoir bien d'autres choses qui auraient pu être développées. On s'est donné un temps court pour être aussi un petit peu, entre guillemets, attractif et donner envie d'aller Mm. consulter. En fait, l'objectif de cette webconférence, ça serait qu'il y ait encore plus de téléchargement de votre document de synthèse et que vous ayez la possibilité d'aller dans les départements davantage, non pas là sur du 100% distanciel, parler de ces questions-là et de la nature de vos travaux. Merci beaucoup, Madame Coll, voilà, de ces propos, de votre présentation. On l'a bien reçue. Elle sera évidemment, moi aussi, ma première question, comme prévu, c'était le PPT sera-t-il mis à disposition? Donc, vous nous l'avez envoyé, on le mettra en téléchargement avec le replay en même temps. Bien. Voilà, et donc du coup, c'est un peu notre volet 2 à nous, hein, mais c'est sur la même question. Donc rendez-vous le 18 novembre à 15 heures cette fois-ci, avec donc deux ministères, hein, Justice et Solidarité Santé, pour les recommandations des suites au groupe de travail interministériel qui s'est réuni ces derniers temps. Donc le 18 novembre, les inscriptions sont ouvertes, donc vous pouvez y aller dès à présent. Voilà un petit peu pour le coup d'après aussi de notre côté pour continuer de parler de cette question combien importante. Merci beaucoup, Madame Coll, pour votre temps, pour votre préparation, pour vos quelques réponses et on vous souhaite bonne continuation et à bientôt sur Idealco pour d'autres travaux de l'ONPE ou peut-être le volet 2 quand il sera prêt et diffusable. Bien entendu, vous serez les bienvenus. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.